Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'accident d'un EA-18G, un growler américain, qui s'est écrasé dans l'État de Washington. C'était le 15 octobre dernier. Il a fallu près de 22 heures pour que les équipes de secours, de search and rescue, comme on dit, arrivent à localiser l'épave qui était à côté d'un volcan, le volcan Rainier, dans le nord-ouest des États-Unis. Et il a fallu 5 jours de plus, ce qui est absolument énorme, pour que l'on ait officiellement l'annonce du décès des deux membres d'équipage, des deux Naval Aviators, comme ils disent aux États-Unis, qui étaient, et c'est remarquable au sens premier du terme, deux femmes de 31 ans. Ce que je vous propose dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est de revenir sur ce qu'est le Growler, qui est un avion de guerre électronique, dérivé du Super Hornet, lui-même dérivé du Hornet. Ensuite que l'on regarde les Zaper, le VAQ-130, cette unité, la base de Whidbey Island, juste à côté de Vancouver, pas très loin du Canada. Et ensuite, que l'on se pose les questions des leçons que l'on peut tirer déjà à chaud de cet événement. Et nous allons parler un petit peu CFIT, biais de réputation et surtout la différence entre les opérations de combat, comme on peut les faire dans l'aéronaval, et l'entraînement à terre, ce qui ne sera pas sans nous rappeler un accident que la France et l'armée de l'air et de l'espace a connu. C'est le 9 janvier 2019 avec un Mirage 2000D qui avait vu alors la perte du pilote et de sa navigatrice. Allez, jingle. Débrief ne vous propose pas que des formats en présentiel pour réunir vos équipes, les dynamiser, parler de leadership, de followership, d'alignement ou de sécurité. Nous vous proposons également en distanciel des conférences, des cours en ligne, mais aussi des workshops où certains de vos collaborateurs doivent piloter les avions, le tout dans un environnement spécialement mis en place pour faire travailler le collaboratif en distanciel. Même Forbes en avait parlé il y a quelques années. Alors n'hésitez pas à nous contacter directement sur le site debrief.org afin qu'on se retrouve très rapidement en vidéo. L'avion faisait un vol d'entraînement. À l'heure actuelle, nous ne savons pas exactement quel type, mais nous savons qu'il existe certaines low-level routes, des zones de vol très basse altitude pour les avions de chasse américains dans le secteur où l'avion a été perdu. La grande différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'en France, vous pouvez voler n'importe où au-dessus de la campagne, à 500 pieds sol, à 150 mètres du sol, et même dans certaines zones, en dessous, parfois, à 75 mètres. Aux États-Unis, si un avion de combat souhaite faire de la basse altitude, il faut qu'il aille dans un low level route, une zone réservée pour la basse altitude, et ils ne peuvent pas sortir du trait, comme on dit, aller partout et se balader n'importe où au-dessus de leur territoire à très basse altitude. Toujours est-il que le 15 octobre dernier, à 15h23, le F-18 a été perdu sans que l'on sache s'il était seul ou accompagné. Les growlers ont plus tendance à voler seuls, là où des avions de combat plus classiques vont plutôt voler à deux ou à 4. L'épave a été localisée à environ 2000 mètres d'altitude à l'est du mont Rainier. Mont Rainier qui tient son nom de Peter Rainier, un contre-amiral de la marine britannique. Et c'est George Vancouver, lui aussi officier de marine britannique, grand explorateur dans l'ouest canadien, l'ouest des États-Unis, mais également dans le Pacifique. Il allait jusqu'à l'Australie en passant par Hawaï. C'est donc George Vancouver, qui sera décédé jeune retraité à 40 ans, qui en voyant ce mont, 4392 mètres quand même, décida de l'appeler du nom de son ami. Alors malgré les très forts moyens engagés, on parle de MH-60, on parle du VQ-1, du VP-46, de la cavalerie aérienne, de la première unité des forces spéciales de Lewis McCord qui était basée à côté. Il aura fallu plus de 20 heures pour trouver l'épave et ensuite, comme je vous le disais en introduction, 5 jours pour authentifier le décès des pilotes. Les pilotes, c'est le lieutenant-commandeur Miley. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler des pilotes aujourd'hui? Car c'est la navigatrice et son pilote, c'était le lieutenant Doug. Toutes les deux 31 ans, deux cursus différents. La place arrière, chef de bord, lieutenant-commandeur Miley, elle était ROTC, donc il y a 3 grands cursus aux États-Unis. Vous avez la voie royale avec l'Académie d'Indianapolis. Ensuite, vous avez ROTC, où vous êtes dans une université, par exemple l'University of Southern California pour Miley. Et pendant que vous êtes à l'université, le week-end et en heures supplémentaires, vous allez faire des cours d'officier, de la préparation militaire. Et une fois que vous avez terminé votre université, vous rentrez vraiment à temps plein dans l'armée. Et vous avez après le OCS, qui est un peu l'équivalent des EOPAN, si vous voulez, des officiers sous contrat américains. Et ça, c'est ce que la lieutenant Doug a fait
un format de recrutement encore différent. Donc 3 filières pour pouvoir devenir officier aux États-Unis. Miley, vous en avez peut-être entendu parler, l'année dernière en 2013, pour les 50 ans de la féminisation de l'aviation navale, elle avait participé à un vol qui avait marqué l'histoire, un all-female flight lors du Super Bowl américain, où il n'y avait que des avions de combat, pilotés et avec que des membres d'équipage 100% féminins. Encore une fois, elle n'était pas pilote, elle était en place arrière, ce qu'on appelle le NOSA, navigateur officier système d'armes dans l'armée de l'air et de l'espace. Elle a eu son brevet de personnel navigant à Pensacola, en Floride. Mais, très important, elle était instructeur GTI, Growler Tactical Instructor, mais surtout, c'est un fait notable, elle venait de recevoir le Growler Tactics Instructor of the Year. Donc de toute la communauté Growler, cet instructeur classe arrière était l'instructeur de l'année 2024 et c'est elle qui est décédée le 15 octobre dernier. En place avant, vous aviez pilote plus jeune qui était dans ce qu'on appelle son premier tour en unité. En parallèle, elle était également officier d'appontage. Les États-Unis ont tendance à commencer la spécialisation officier d'appontage bien plus tôt qu'en France. Elle était mariée avec un pilote de la marine qu'elle avait rencontré pendant son cours pilote. Donc en place avant, vous avez une jeune pilote de 31 ans, néanmoins décorée au combat, qui a connu le feu lors de sa sortie en mer avec l'Eisenhower. Ils sont partis près de 10 mois en mer, ils sont rentrés en août dernier, c'était avec le Carrier Vessel Wing numéro 3, donc ils sont partis, ils étaient dans le Golfe, ils ont fait des opérations contre les Houthis. Leur unité a participé à la destruction d'un Mi-24 au sol, on en avait parlé, ils ont également participé à l'interception de drones, et ils sont revenus aux États-Unis, ils ont pris des vacances, et là ils étaient dans la phase en fait de remontée, de réacclimatation après 10 mois d'opération navale seulement. Vous allez voir, ça aura son importance. Leur avion, c'est le Growler, le remplaçant du Prowler, le fameux EA-6B. Vous avez peut-être probablement déjà vu cet avion en vol. Le Growler, c'est fabriqué entre les États-Unis et les Australiens. Les Australiens en sont également équipés. C'est la première fois qu'un avion de guerre électronique était fabriqué en 35 ans. Il est équipé vraiment avec 3 gros systèmes. L'ALQ 216 qui est un receveur de guerre électronique, l'ALQ 99 qui est lui l'émetteur et l'ALQ 227 qui lui sert aux contre-mesures. Et une nouvelle version est en train d'arriver avec l'AN-ALQ 249 qui va être une nouvelle modernisation pour permettre à cet système d'être encore plus efficace. Et en source ouverte, on trouve même que des growlers ont la capacité à implanter des virus dans des systèmes informatiques à portée optique. Le Growler, c'est un programme qui a été lancé début des années 2000, premier vol en 2006. Il est arrivé dans l'État de Washington en 2008. Ils ont vraiment rentré en pleine production en 2009. Dès 2010, vous avez 3 unités qui ont été équipés avec le Growler. Il a fallu attendre un tout petit peu pour que notre VAQ 130 les reçoive. Dans tous les cas, ils sont basés, comme on l'a dit, en face de la presqu'île de Victoria. C'est là que sont la plupart des unités de Growler, sauf le VAQ 141 qui lui est au Japon. Alors, je vous rappelle, il y a des dizaines de milliers d'Américains basés au Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une nouvelle mise à jour du Growler qui arrive à partir de 2021, la Growler Capability Modification, car ces avions, pour rester efficaces, doivent évoluer tout comme le Rafale. Un Growler, c'est environ 67 millions de dollars, c'est 2 fois 10 tonnes de poussée, c'est 15 tonnes à vide, 50% de plus que le Rafale, et 30 tonnes à la masse maximale. Il y en a plus de 172 qui ont été fabriqués. Imaginez un avion de guerre électronique fabriqué en plus d'exemplaires que ce qu'on a de Rafale dans l'armée de l'air française. Ça vous donne une idée. Et ça, c'est juste la Navy américaine. Le VAQ 130, eux, leur mascotte, c'est Robbie le Dragon. Leur call sign à la radio, c'est Zaper. Et j'aime bien leurs 2 lettres sur leur avion, c'est AC comme Air Canada. Et ça n'a rien à voir, je vous rassure. Cette unité a connu des EA1F, des EQA3B, des EA6B, avant de passer sur EA18. Ils sont basés depuis 1975 sur cette base de Whidbey Island qui a été construite en 1942, qui a 2 pistes de 2400 mètres chacune, pas besoin d'avoir trop long, il fait plutôt frais là-haut. Et, c'est à noter, est à côté de la mer et il y avait une base d'hydravion avec des Catalina. C'est pour ça que c'est une Naval Air Station. Et comme ce sont des avions embarqués, les États-Unis s'entraînent aux appontages. Vous voyez sur les pistes des ponts d'envol qui sont peints, mais également ils ont ce qu'on appelle un terrain auxiliaire qui est à 15 km, sur lequel ils peuvent aller s'entraîner à apponter sans faire du bruit et sans gêner la base principale. Ce sont des terrains auxiliaires très répandus aux États-Unis pour délocaliser le volume de ce qu'on appelle les FCLP, les ASSP en français, appontage simulé sur piste.
Alors, maintenant, on va rentrer un petit peu dans les leçons. Premier point important. On parle d'expérience pour l'expérience totale que vous avez, par exemple, dans le pilote. Et en anglais, on parle de currency. Alors, currency, c'est pas la monnaie. Currency, c'est votre expérience récente. Et dans l'aéronaval, dans l'aviation de chasse, il est très important de comprendre que vous n'êtes rien sans currency. Par exemple, moi j'ai 200 appontages, vous m'envoyez demain apponter, ça va pas être terrible. Pourquoi? Parce que même si j'ai 200 appontages d'expérience, ma currency à l'appontage est dépassée, je ne suis plus à jour, je dois me rentraîner. Et dans le cadre professionnel, souvent, par conférence ou formation, j'interviens dans tout type d'industrie, on se rend compte que beaucoup d'industries ne font pas de différence entre expérience et currency. Vous avez géré tel type de dossier par le passé, c'est bon, on part du principe que vous savez toujours faire. Dans l'aviation, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que si vous faites de l'aviation légère, on vous dit qu'il vous faut 3 heures et 3 décollages et 3 atterrissages dans les 3 derniers mois pour pouvoir emmener des passagers. Parce qu'on estime que sinon vous n'avez pas la currency. Et ça déjà, c'est pas énorme, faut être franc. Pour l'appontage, c'est la même chose. Il faut une expérience récente avant d'avoir le droit de faire. Pour le vol basse altitude, pour le combat, et vous passez un petit peu votre temps à gérer les currencies des unités et à s'assurer que tout le monde puisse cocher un peu toutes les cases. Car l'aviation de chasse moderne, un peu comme le monde de l'entreprise moderne, c'est une multitude de sports où vous devez être bon. Vous prenez par exemple un pilote de combat, il doit être bon en combat aérien, longue distance, rapproché, bombardement rapproché, bombardement longue distance, tir stratégique, reconnaissance, ravitaillement, vol basse altitude, vol automatique basse altitude, bref, une multitude de sports. Et moi, ça me fait penser au décathlon. Vos journées, c'est peut-être ça, un enchaînement de sports différents. Donc, il y a du 100 mètres, il y a de la longueur, il y a du poids, il y a de la hauteur, il y a du 400 mètres, il y a du 100 mètres, 10 mètres haies, du disque, de la perche. Et en fait, si vous partez en mer et que vous allez faire la guerre contre les Houthis, vous allez peut-être vous entraîner à la défense de la flotte, au bombardement depuis la haute altitude, au brouillage depuis la haute altitude. Donc, on va dire, vous allez peut-être travailler le saut en hauteur, le 400 mètres, le 110 mètres haies. Mais par contre, les autres capacités qui font votre métier de pilote omni-rôle, comme par exemple le vol basse altitude, la pénétration basse altitude, ou même le vol par mauvais temps, vous n'y avez pas été entraîné, alors que vous étiez en mer Rouge avec des conditions parfaites et avec la nécessité de voler haut pour éviter le tir d'engagement des Houthis qui ont déjà abattu des drones. Donc vous n'avez pas le droit de descendre. Donc ça veut dire que vous avez peut-être eu de l'expérience en vol basse altitude il y a 1 an ou 2 ans, mais votre currency de la basse altitude est très faible. Vous êtes peut-être maintenant très bon en hauteur en 400 mètres, en 110 mètres haies, mais vous n'avez pas fait de javelot et vous n'avez pas fait de saut à la perche depuis très longtemps. Et si vous appréciez le saut à la perche, vous savez tous à quel point ça peut être dangereux et on peut se faire mal. Et là, notre équipage, il faut attendre le rapport, mais il mettra plus d'1 an à sortir s'il sort en source ouverte. Les Américains sont de plus en plus avares sur leur compte-rendu d'accident en source ouverte. Là, il faut se rendre compte qu'il y a de grandes chances que notre équipage redécouvre le saut à la perche, si vous voulez, le vol basse altitude. Et c'est une leçon que la France, que l'armée de l'air et de l'espace, a redécouvert le 9 janvier 2019. Je vous le disais en introduction, le crash du Mirage 2000D à Migaud-Villars. On vous met en lien l'enquête. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, on pourra traiter de manière spécifique cet événement. Cet événement où il y a clairement marqué au niveau du compte-rendu du bureau enquête analyse étatique qu'il faut adopter la complexité et où la technicité des missions fonction de la progression individuelle des individus, mais également de leur retour d'OPEX. Car rattaquer le saut à la perche comme vous faisiez il y a 1 an ou 2, alors que vous n'en avez pas fait depuis 1 an ou 2, forcément, ça gratte un peu. Et on peut avoir ce biais de combat proven. On rentre de la guerre, nous les zappeurs, on vient de faire 10 mois de porte-avions, on a été très fort. On travaille avec un équipage hétéroclite, une place arrière qui a beaucoup d'expérience et cette pression de savoir qu'elle est très bonne, donc tactiquement qui va être très exigeante, et une place avant qui a fait la guerre, qui a des médailles, mais qui a en fait très peu d'expérience récente dans le vol basse altitude et dans cette région-là. Et forcément, ça commence à aligner les plaques. Donc ce que cet événement nous apprend à chaud, c'est que vous pouvez être le meilleur instructeur de l'année, vous pouvez rentrer de 10 mois de combat par beau temps à haute altitude en mer Rouge. Quand vous allez reprendre les vols à basse altitude du côté du relief avec des météos changeantes, vous n'êtes tout simplement plus du tout le même professionnel. Et alors qu'il est trop tôt pour savoir exactement ce qui s'est passé, un CFIT,
Control Flight into Terrain, l'avion qui est piloté directement dans le relief, comme on en a parlé sur cette chaîne lors d'une reprise basse altitude avec l'instructeur spécialiste dans la basse altitude dans la vallée de la mort. On vous met le lien juste en dessous. Un souci d'oxygène, low box, peu probable car elles sont deux, et une des deux membres d'équipage s'en serait sûrement rendu compte. Des illusions sensorielles, là encore, rendues moins évident du fait qu'ils soient deux à bord. Et je vous rappelle qu'ils ont un siège éjectable, mais qu'on ne sait pas encore s'ils ont tenté d'utiliser ou pas, mais qu'ils fonctionnent généralement très bien, ces sièges éjectables. Ce que je vous propose de garder en mémoire, c'est cette différence entre expérience et currency, et ce danger, quand on est un équipage qui vient de faire et de vivre des expériences au combat très formatrices, danger de croire que le niveau que vous avez dans certains de ces sports, de ces domaines professionnels dans lesquels vous avez prouvé que vous excellez, et également le niveau que vous avez ou que votre collaborateur a dans d'autres domaines où en fait vous n'avez peut-être ni expérience ni currency. Attention à ces biais. Je vous tiendrai au courant si un compte-rendu préliminaire ou un compte-rendu final sort. N'hésitez pas à me les envoyer si vous les voyez passer, mais ce sera probablement pas avant de longs mois, voire des années. J'avais mis la petite casquette de circonstance. Comme vous le savez, les pilotes de chasse de l'aéronavale française sont formés par l'US Navy. Dans une autre vie, j'aurais peut-être pu être leur instructeur. J'avais une femme naval aviator dans ma promotion, et en France, dans l'aéronavale, nous avons eu un total pour l'instant de 3 pilotes de chasse féminines envoyées dans le cursus. À noter que la première femme pilote de chasse de F-14 dans la Navy, c'était tuée à l'appontage. Pareil, si ça vous intéresse, on pourra en parler. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et fly safe.